Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de te détailler un petit peu plus tout l'aménagement que j'ai fabriqué. Voilà, il y a maintenant peut-être deux mois, quelque chose comme ça. Pour reprendre très rapidement, en octobre, j'ai acheté un fourgon pour l'aménager et ensuite partir avec pour voyager. Et là, je suis revenu, donc j'ai passé à peu près 6 semaines à voyager avec. Tout ce voyage, je vous le détaillerai un peu plus dans de prochaines vidéos, mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment revenir sur tout l'aménagement que j'ai fabriqué, vous donner un maximum de détails sur ce que j'ai fait au niveau des plans, au niveau éventuellement de schéma électrique, etc. Et bien évidemment, on va parler de prix dans cette vidéo. Voilà, combien ça m'a coûté en tout d'acheter un fourgon pour ensuite l'aménager. Je précise, je suis absolument pas un professionnel dans ce domaine. Donc s'il y a des choses que j'ai pas fait correctement, bah c'est pas grave. De mon côté, j'apprends sur le tas. Juste éviter de reproduire certaines bêtises que j'aurais pu faire. Maintenant, j'ai voyagé avec pendant 6 semaines, donc j'ai vraiment pris du recul sur ce qui va et ce qui va pas. Et bien évidemment, tout ça, je vais vous le dire dans cette vidéo. Commençons par la première étape, l'achat du véhicule. Bon, je vous l'avais déjà dit, forcément ça m'a pris énormément de temps de trouver le bon véhicule. De mon côté, c'est un Peugeot Expert de 2011. Il avait en tout 170 000 km quand je l'ai acheté. C'est un 2 litres HDI en version L2 H1. Et au niveau de sa puissance, c'est un 128 chevaux. Ce véhicule, il est pas neuf. Je l'ai acheté donc dans une concession. Et je l'ai acheté pour la somme de 9 000 euros. 9 000 euros plus la carte grise, en tout 9 200 euros. En version L2H1, pour moi c'était vraiment indispensable parce qu'en fait ça permet de mettre un lit de 1m90 plus un petit meuble de 30 cm. Mais vraiment il y a une grosse différence entre le L1H1 et le L2H1. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. De toute façon j'avais vraiment regardé toutes les caractéristiques techniques au niveau des dimensions sur une grosse panoplie de véhicules, que ce soit les Renault Master, que ce soit Peugeot Expert, Trafic également, enfin bref. Pour moi le Peugeot Expert reste le meilleur véhicule au niveau compromis en termes de taille et également en termes de taille à l'intérieur pour avoir de l'espace pour pouvoir habiter à l'intérieur. Petite chose à savoir sur ce véhicule, c'est qu'après l'avoir mesuré, il a une hauteur de 1m90 exactement. Donc finalement ça me permet de mettre un lanterneau et de passer sous les barrières de 2 mètres. Voilà, c'est parfait. Ce bébé étant maintenant entre mes mains, première étape, ça a été donc de le nettoyer, donc tout mettre à nu. À l'intérieur, j'avais des sortes de petites étagères qui avaient été faites donc par l'ancien propriétaire. Donc ça, dans un premier temps, pour moi, ça a été tout démonté, prendre toutes les planches en bois, les mettre de côté, parce que je comptais les réutiliser donc par la suite sur les meubles que j'allais faire à l'intérieur. Également enlever la cloison de séparation. Pour ce qui est de la cloison de séparation, renseignez-vous auprès de votre assurance. C'est con à dire, mais il y a beaucoup d'assurances qui vont vous embêter au début. Et une fois que vous allez leur dire un petit peu le projet, leur dire que clairement il n'y a aucun problème en termes de sécurité et tout ça, ils vont finir, enfin en tout cas moi ça a été le cas pour moi, ils vont finir par accepter. Au moins vous allez recevoir un mail de leur part en disant clairement que vous continuez à être assuré malgré le fait qu'il n'y ait plus de cloison de séparation. Parce que ça, vraiment, ça peut être embêtant au niveau de l'assurance. Si vous ne les prévenez pas avant et qu'un jour vous avez un problème, un accident ou quoi que ce soit, ça peut se retourner contre vous et vous risquez de vous mordre les doigts sur le fait d'avoir essayé de leur cacher différentes petites choses, que ce soit la cloison de séparation et le lanterneau, on y reviendra juste après. Donc une fois que tout est à nu, ça a été passé un gros coup d'anti-rouille partout, enfin, du moins quasiment partout, tous les endroits où il n'y avait plus de peinture, tout ça, passer un petit coup d'anti-rouille parce qu'il y aura de la condensation à l'intérieur, forcément, il y aura forcément un peu d'humidité quand je vais l'utiliser. Une fois que tout est propre, que tout est beau, je m'attaque à la partie aération. Alors, les aérations, dans mon cas, je suis pas VASP, je compte pas le faire homologuer VASP, homologuer camping-car ou quoi que ce soit. Donc finalement, j'ai pas vraiment de contraintes au niveau des aérations, au niveau des trous à faire. Ce qui est conseillé en règle générale, c'est quand même de faire 2 aérations, une aération haute et une aération basse. Au niveau de l'aération basse, donc j'ai juste acheté une petite grille d'aération. J'ai regardé au niveau du trou et puis ensuite voilà, j'ai fait un trou qui correspondait finalement à la grille que j'avais achetée. Cette aération basse, dans mon cas, elle se situe sur la porte latérale. J'ai pas fait de calcul ou de schéma ou quoi que ce soit pour où je fais mon aération. Honnêtement, ça a été vraiment au feeling. J'ai juste pris ma petite grille et voilà, j'ai regardé quel trou fallait que je fasse à tel endroit. Voilà, je me suis pas trop pris la tête à ce niveau. Et au niveau du lanterneau, le lanterneau, je l'ai mis vraiment en dernier pour des questions de taille. Je pensais qu'il passait pas dans le garage, finalement il passait, donc tant mieux. Mais bref, dans tous les cas, j'ai mis le lanterneau en tout dernier dans cet aménagement. Le lanterneau, je vous remettrai la référence quelque part parce que je me souviens plus du tout de son nom, c'est un Dometic quelque chose, je sais plus exactement. C'est un lanterneau qui a un trou de 50 cm par 50 cm, c'est énorme. Et après, juste au niveau du hublot, on est plus sur un 40 cm par 40 cm. Pareil, c'est énorme, c'est trop bien, ça permet de faire rentrer énormément de lumière. Honnêtement, sans lanterneau, bah, je vivrais dans le noir, en fait, littéralement, parce que j'ai pas énormément de fenêtres au niveau de mon fourgon, j'ai juste 2 fenêtres au niveau des portes arrière. Et pareil, j'en ai beaucoup discuté avec mon assurance, donc j'ai vraiment hésité à mettre un lanterneau, et finalement je regrette absolument pas. C'est peut-être même une des pièces indispensables, je trouve, dans mon fourgon. Dans un premier temps, en fait, vu que mon toit n'est pas complètement droit, il a fallu que je coupe des petites cales en PVC. Donc petite cale que je suis venu poser avec un Sika, voilà, je ne me souviens plus exactement lequel. Et une fois donc que j'avais mon toit qui était complètement plat avec toutes mes petites cales, j'ai dû mettre un autre Sika pour ensuite poser mon lanterneau.
Et une fois que tout ça c'était sec, j'avais juste à mettre le premier Sika, le Sika 522 UV, quelque chose comme ça, tout autour de mon lanterneau pour finalement avoir un bon joint qui résiste à l'humidité et aux UV. J'ai vu énormément de vidéos où les personnes ont eu des fuites sur leur lanterneau. Donc en fait je me suis dit d'entrée de jeu, j'aurais forcément des fuites. Visiblement c'est pas possible de poser un lanterneau sans avoir de fuite dès le premier coup. Et finalement, j'ai eu aucune fuite. Dans tous les cas, respectez bien cet ordre, c'est indispensable visiblement. Si vous respectez pas ça, si vous utilisez n'importe quel Sika, vous allez forcément vous retrouver avec des fuites. Petite anecdote à savoir, beaucoup ont utilisé des activators. Honnêtement, j'ai vu les prix des activators. Je me suis dit, on va la jouer sans activateur dans un premier temps. Si j'ai des fuites, on achètera les activators. Mais voilà, si je peux essayer d'économiser peut-être une trentaine d'euros sur l'aménagement, c'est pas énorme, 30 euros. Vous verrez dans le prix total, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et finalement, en effet, j'ai pas utilisé d'activateur, j'ai pas eu de fuite. Par contre, ce que j'ai bien fait, c'est que j'ai tout nettoyé à l'alcool à brûler. Et également, et après on en a terminé pour le lanterneau, n'hésitez pas à passer aussi un bon coup de papier à poncer sur le cadre du lanterneau, histoire de créer plein de petites aspérités, et pour que finalement le mastic vienne mieux coller sur le lanterneau et également sur la surface de votre fourgon, de votre toit de fourgon. Une fois les aérations faites, même si le lanterneau ça a été fait en dernier, on passe à l'isolation. Bon, l'isolation, je sais, ça fait un grand débat. Est-ce qu'il faut mettre une isolation ou non? Ça dépend complètement, je dirais, de là où vous comptez voyager, en quelle saison, quelles sont les températures que vous allez affronter, etc. De mon côté, je suis honnête, j'en savais absolument rien, donc j'ai quand même décidé de faire une isolation. Et de mon côté, je voulais vraiment faire quelque chose de écologique, entre guillemets, même si faire tout ce que je suis en train de faire, donc aménager un fourgon, il n'y a rien d'écologique hein, là-dedans. Mais je me suis dit, l'idée c'est quand même d'éviter d'utiliser trop de plastique, d'utiliser trop de matériaux qui ne seront pas recyclés ou quoi que ce soit. Donc de mon côté, je suis parti sur du liège, donc des plaques de liège, comme beaucoup hein, finalement, des rouleaux de liège. Tous les endroits où il y a de la tôle, l'idée c'est d'isoler, donc de coller cette fameuse plaque de liège qui va faire une première couche d'isolant. Et c'est du liège de 2 mm en termes d'épaisseur. Cette plaque de liège a été collée donc avec de la colle néoprène. Alors, au niveau des colles néoprène, j'en ai trouvé deux. Donc il y a les fameux gros pots que vous allez voir quasiment partout sur internet qui font, je crois, 2,5 litres si je dis pas de bêtises. Et en fait, ces pots, honnêtement, ils partent beaucoup trop facilement. Donc moi, je vous conseille fortement d'aller acheter plutôt les gros pots de 5 litres, donc 5 kilos. Les pots Patex, ils partent beaucoup plus difficilement, j'aurais tendance à dire. Vous allez vraiment le sentir passer, le 5 litres de colle Patex. Et je crois que j'avais regardé au litre, il coûte quand même moins cher que les pots de 2,5 litres cylindriques. Donc je vous conseille plutôt vraiment d'acheter les gros, les sortes de jerrycans, les sortes de bidons de 5 litres Patex, que vous ne trouverez pas forcément dans tous les magasins, mais renseignez-vous, regardez. Franchement, ça en vaut plus le coup, je trouve, de partir sur ces bidons que sur les bidons cylindriques. Le liège étant collé, je m'attaque au sol directement. Alors le sol, je me suis vraiment pas pris la tête. Ce que j'avais l'impression qui fonctionnait le mieux et ce qui était le plus simple, c'était d'acheter donc des planches de polystyrène de 2 cm, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça, 2 cm, que j'ai posé au sol, voilà, sur toute la surface au sol du fourgon. Je les ai juste collées entre elles avec du scotch. Et de toute façon, vu tous les meubles qu'il y aura dessus, vu tout le poids qu'il y aura sur mon plancher, ça ne bougera pas. Donc vous avez juste en fait à poser vos petites planches sur le sol, et voilà, vous prenez pas la tête avec des colles en dessous ou quoi que ce soit, juste vous les posez et ça tiendra très bien. Et ensuite par-dessus mes planches de polystyrène, j'ai juste posé mon contreplaqué. En fait, quand j'avais acheté le fourgon, donc comme je vous avais dit, il était un petit peu meublé, donc il y avait quelques étagères et il y avait également un gros contreplaqué au sol. Et ce contreplaqué, je l'ai réutilisé, donc je l'ai posé sur mes planches de polystyrène pour faire mon plancher. Et ensuite, sur ce contreplaqué, j'ai tout simplement mis un lino. Voilà, donc ça c'est juste pour donner l'aspect un peu déco du fourgon. Le sol étant maintenant isolé, on passe aux parois. Alors pour ce qui est des parois, j'ai peut-être passé je crois une journée complète juste à réfléchir à comment j'allais fixer mon isolation à mes parois. Et finalement ça a été très simple, j'ai acheté donc des tasseaux de bois que je suis venu fixer avec une seule vis. Je ne sais pas si vous réalisez, il n'y a qu'une seule vis qui vient tenir chaque tasseau de bois. En tout, je dois en avoir 6 par paroi. Il y a un point de vis qui est au milieu de mon tasseau. Et vu que ma paroi est un petit peu arrondie, du coup, en fait, ça vient comprimer mon tasseau qui vient se plier et qui vient en sandwich sur le haut et le bas avec ma vis au milieu qui vient donc plier mon tasseau. Pour les quelques endroits où j'ai pas pu donc fixer mes tasseaux avec juste une vis, bah c'est pas très grave. J'ai tout simplement fait 2 points de fixation sur le bas et sur le haut de mon tasseau avec des petites équerres. Et à partir de là, mon tasseau tient très bien. Malheureusement, c'est dans le métal directement, c'est dans les parois du véhicule. Donc ça me demande à chaque fois de faire des trous, mettre des vis auto-perforantes et voilà, de percer mon véhicule. Ça m'embête à chaque fois, forcément. Maintenant que j'ai tous mes tasseaux qui sont pris en sandwich et qui tiennent à mes parois, j'ai mis de la laine de coton entre tous mes tasseaux. Donc la laine de coton, c'est ce qui va permettre de faire donc, ma deuxième couche d'isolation. Au niveau de la laine de coton, je vais en mettre sur mes 2 parois. Donc porte latérale, mes 2 parois et également mon plafond.
Par-dessus ma laine de coton, j'ai mis du lambris. Alors au niveau du lambris, il y en a deux différents. Il y a du lambris de 1 cm et du lambris de 0,8 cm. En fait, si vous voulez, pour l'anecdote, j'ai d'abord trouvé le lambris de 1 cm, je le trouvais bien et j'en ai mis sur mes parois. Et par la suite, j'ai découvert du lambris de 8 mm, qui est beaucoup moins dense et donc beaucoup plus léger. Alors un peu plus compliqué à clipser, parce qu'on a tendance un petit peu à casser les lattes, à casser les petites languettes, mais en attendant, il est beaucoup plus léger, donc beaucoup plus intéressant aussi pour un aménagement, si on cherche à faire quelque chose d'assez léger, même si, ok, je ne cherche pas à répondre à des critères de VSP ou de moins de 3 tonnes ou quoi que ce soit, mais l'idée pour moi quand même c'est d'avoir un véhicule qui soit le plus léger possible pour réduire sa consommation, réduire ses émissions de CO2, etc. Bref, essayer d'avoir un véhicule qui soit le plus optimisé possible. Pour terminer avec l'isolation, ma mère a posé de la feutrine sur tout le liège qui restait apparent dans le véhicule. La feutrine c'est quoi? Ça va être une sorte de tissu qu'on va pouvoir coller sur le liège assez facilement avec encore une fois de la colle néoprène. On colle beaucoup de choses avec la colle néoprène, vous avez vu. Donc c'est pour ça, acheter plusieurs pots, c'est toujours intéressant. Donc ça permet de donner un petit côté un peu plus joli, un petit côté déco, et surtout de protéger le liège, parce que j'avais un peu peur aussi qu'il s'effrite avec le temps. L'isolation étant terminée, on passe aux meubles. Au niveau des meubles, j'en ai 3 dans mon aménagement. Donc je vais avoir le meuble lit-peigne, le meuble cuisine et le meuble bibliothèque. Pour ce qui est du lit-peigne, j'ai tout simplement repris donc, des plans que j'avais trouvés sur internet, j'ai un petit peu adapté au niveau des cotes, etc. pour que ça colle un peu mieux à mon véhicule. Mais honnêtement, c'est clairement pas le meilleur lit-peigne, je pense que vous avez retrouvé dans les aménagements. Le mien, il est pas incroyable, il doit se déplier en 3 parties, disons, enfin c'est vraiment pas optimal. Je voulais vraiment faire une banquette la plus petite possible, sauf que derrière il y a le garde-boue en fait qui gêne. Et ce qui fait que je peux pas complètement déplier toutes les lattes. En fait, quand je sors mon lit, il y a une partie où il y a un trou, parce que je pouvais pas avoir des lattes qui se plient ou qui se déplient du fait que j'ai mon garde-boue. Et ce qui fait que quand je déplie mon lit, il faut que je rajoute des lattes dans ce trou. Enfin bref, c'est compliqué. Et avec le temps, avec ces 6 semaines de voyage, il y a certaines parties qui sont un peu défaites. Donc ce lit, je le referai. Pour sa fabrication, j'ai juste acheté une planche de contreplaqué de soi-disant 15 mm. Alors en réalité, c'est plus du 13 mm que du 15. Donc ça pareil, quand vous allez dans un magasin de bricolage, vérifiez bien au niveau des épaisseurs de bois, ce qui est indiqué. Si c'est du 15, bah, que ça corresponde bien à du 15 mm et pas du 13 ou du 10. Ou... Voilà. J'ai été très déçu, malheureusement. Donc tout le lit c'est du bois de soi-disant 15 mm, en réalité c'est du 13. Ça tient très bien, voilà. Donc en fait tout le caisson c'est juste une planche de contreplaqué. Et au niveau du mécanisme du fameux lit peigne, là pour le coup ce sont des lattes. Donc pour éviter d'acheter 2 planches de contreplaqué, sur le dessus, j'ai préféré finalement acheter des lattes d'un sommier. Donc j'ai récupéré un sommier sur le bon coin, j'ai enlevé toutes les lattes, et grâce à ces lattes, j'ai pu finir mon lit peigne. Au niveau de la cuisine, j'ai rien à vous dire au niveau de la cuisine, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel finalement, c'est juste en fait un caisson qui pareil a été découpé je crois dans une planche de 13 mm, en réalité c'est du 10, donc c'est du 1 cm d'épaisseur. J'ai juste en fait la façade où il y a plein de trous qui ont été découpés à une sorte de scie plongeante, c'était pas une vraie scie plongeante, mais voilà, on s'est bien débrouillé avec un ami, merci encore à lui d'avoir participé à l'aménagement de ce fourgon. Et ensuite sinon, bah, tout a été fixé avec des petits tasseaux en fait sur les côtés. Et voilà, puis après bah, j'ai posé toutes mes planches pour faire mes petits casiers. J'ai pas grand chose à vous dire, à la limite j'essaierai peut-être de vous mettre des plans, descriptions pour que vous ayez toutes les dimensions en fait au niveau de ces différents meubles. Seule chose qui est intéressante sur ce petit meuble cuisine, c'est la petite table que je vais pouvoir déplier en fait sur le côté. Honnêtement, quand je suis parti, je l'ai installé peut-être un jour avant mon départ. Je pensais pas du tout l'utiliser. Et en fait, pendant ces 6 semaines, j'ai adoré cuisiner dehors. Donc vraiment, ce petit espace extérieur est pour moi indispensable. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire des petites planches, des petits systèmes pour cuisiner à l'extérieur, travailler à l'extérieur éventuellement. Meuble bibliothèque. Alors, ce meuble pour moi c'est la pièce maîtresse de cet aménagement. Pourquoi? Parce que je l'ai fabriqué 2 fois. Il a été construit avec donc toutes les planches de récupération que j'ai récupérées dans le véhicule quand je l'ai acheté. Et en fait, il y a une partie qui me plaisait pas. Toute cette planche de plan de travail en fait qui vient fixer mes 3 poutres, on va appeler ça comme ça, mes 3 piliers. Et en fait, ce plan de travail, il me convenait pas du tout parce que du coup, c'était avec des planches de contreplaqué de récupération qui étaient quand même bien abîmées avec des trous à l'intérieur. Vraiment le bois qui limite s'effritait, c'était pas très beau. Et du coup, je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai acheté de l'être massif. Voilà, je me suis dit, écoute, tu fais attention au poids du véhicule depuis le début, tu fais attention à plein de choses. Pour une fois, on va se faire plaisir. J'avais vraiment envie d'avoir un beau meuble à cet endroit. Et je me suis fait plaisir donc en achetant du bois massif. Donc ça pèse très lourd, ça coûte un peu cher. Mais en attendant, c'est magnifique. J'adore le bois massif, c'est trop beau. Alors c'est le bois le moins cher que j'ai réussi à trouver, l'être, je sais pas pourquoi.
Donc j'ai ce magnifique plan de travail en hêtre massif que j'ai bien découpé, donc avec mes petites rainures pour pouvoir mettre mes piliers. Et également j'ai mon bureau qui vient se déplier, qui est également en hêtre massif. Alors au niveau du bureau, j'ai pas envie de vous dire comment il a été conçu parce que il tient pas, voilà, honnêtement. Enfin, il tient, mais il faudrait que je le refasse parce qu'il est un peu bancal. Pour ça, je vais pas trop vous détailler au niveau de sa fabrication parce qu'il est pas incroyable. Et en dessous de ce meuble, j'ai des casiers de 30 cm de profondeur. Donc ce qui me permet de mettre tous mes vêtements, ce qui permet de mettre un duvet. Également, c'est là-dedans que je mettais le drone Mavic. Enfin, voilà, je mettais un peu, on va dire, tout ce qui était plus ou moins bordel. Même si c'était déjà bien le bordel sous le Lipeigne. Mais honnêtement, il y a énormément de place. Et franchement, pour vivre tout seul à l'intérieur, j'avais encore beaucoup de place de libre. Donc très chouette. Avant de passer aux finitions, forcément des critères très importants, on va dire, dans un van aménagé, ça va être l'eau et l'électricité. Au niveau de l'eau, j'ai juste acheté 2 jerrycans de 20 litres chacun que je stocke dans mon meuble cuisine. J'ai un petit compartiment justement qui est dédié à ces 2 bidons. Et j'ai pas voulu faire un évier avec un petit robinet, une petite pompe électrique, etc. parce que je trouvais déjà le système trop compliqué, j'avais pas envie de me prendre la tête là-dessus. Et honnêtement, je trouve ça bien de sortir les jerrycans, de les poser. Ça permet déjà de voir la quantité d'eau qui nous reste plus facilement, je trouve, que juste un robinet avec de l'eau courante. Et également, ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai pas un bidon d'eau propre et un bidon d'eau sale. Là, comme ça, j'ai vraiment 2 bidons de 20 litres chacun d'eau propre. Et ça me permet de stocker en fait en permanence 40 litres d'eau propre. C'est génial. Alors vous allez me dire, l'eau sale, t'en fais quoi? Alors du coup, bah forcément, ça part directement dans la nature. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand tu fais la vaisselle, quand tu fais je sais pas, même juste te laver les mains, tout ça, le savon n'est pas forcément ce qu'il y a de plus biodégradable, si on peut dire ça comme ça. On passe pour moi au point le plus important et ce qui m'a fait le plus kiffer finalement dans tout cet aménagement, l'électricité. L'électricité, ça dépend complètement évidemment de la consommation de chacun. Voilà, donc il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir d'électricité en van, il y en a d'autres qui en ont besoin. Moi, c'était pas un besoin, mais c'était indispensable. J'ai longtemps réfléchi à avoir une batterie nomade, comme on peut le voir chez EcoFlow ou Blue Yeti, si je dis pas de bêtises. Donc ils font des batteries nomades qui peuvent se mettre dans un fourgon, dans une voiture, qu'importe. C'est juste une grosse batterie sur laquelle on va avoir des prises 230 volts, des prises pour recharger différents appareils en USB. Sauf qu'honnêtement, ça m'embêtait un petit peu de ne pas fabriquer mon propre système. Et également, le problème des batteries nomades comme Blue Yeti ou EcoFlow, elles se rechargent très difficilement par l'alternateur. Donc en fait, c'est soit vous la rechargez par une prise 230 volts, donc vous allez dans un café-bar, vous demandez si vous pouvez recharger votre énorme batterie finalement, sauf que ça fait beaucoup de bruit, tout ça, donc ça peut être assez embêtant. Et sinon, c'est par panneaux solaires. Sauf que les panneaux solaires, c'est pas forcément la source d'énergie la plus intéressante à avoir en vie nomade. C'est intéressant parce que dès qu'il y a du soleil, ça produit de l'électricité, donc c'est agréable, c'est chouette. Sauf que si vous achetez des petits panneaux solaires, bah forcément ça produit pas énormément. Et dès qu'il n'y a pas de soleil, bah ça produit rien. Sauf que je partais en hiver, donc je m'attendais forcément à ne pas avoir beaucoup de soleil. Donc il fallait à tout prix que je favorise une recharge par l'alternateur du véhicule et non pas par des panneaux solaires. J'ai donc conçu mon propre système par rapport à la consommation que je comptais avoir derrière. Pour ce circuit électrique, je vous passe les détails, mais en gros, je suis parti sur une batterie au lithium, une batterie Ultimatron de 100 ampères. Oui, je suis parti sur du lithium. Oui, ça coûte cher. Ok. Voilà, c'est quoi l'autre argument, à part que ça coûte trop cher pour ne pas acheter du lithium? Il n'y a pas trop d'arguments finalement. C'est léger, c'est petit, c'est compact, ça peut se décharger à 100%, alors on va dire plutôt à 10-20%. Le seul argument à la limite pour lequel on ne partirait pas sur du lithium à mon sens, c'est le fait que ça résiste difficilement au grand froid. Dès qu'on passe sur des températures en dessous de 5 degrés, la batterie aime pas forcément. Je crois que tous les modules qu'il y a autour vont couper la charge de la batterie si on passe en dessous de 5 degrés, si je dis pas de bêtises. Sur cette batterie, je dois avoir, je crois, 3 modules Victron qui sont branchés. Donc j'ai un module MPPT donc, qui est relié ensuite à des panneaux solaires. Ça, c'est pour la recharge via des panneaux solaires. J'ai 2 panneaux solaires de 100 watts chacun, EcoFlow. Alors, je suis parti sur des panneaux solaires flexibles. Pourquoi flexibles? Parce que j'ai un toit qui est arrondi. En fait, les panneaux solaires solides, ils ont été conçus à la base pour des camping-cars, pour des véhicules qui ont des toits complètement plats, pour pouvoir ensuite être fixés via des plots qui viennent se coller. En fait, le problème, bon, je vous épargne les détails, mais en gros, si vous partez sur un véhicule qui a un toit arrondi et que vous achetez un panneau solaire solide, et que vous l'installez via les plots que vous allez coller ensuite sur votre toit, honnêtement, vous risquez de vous retrouver un jour sur l'autoroute à avoir votre panneau qui va s'envoler, voilà, littéralement. C'est un retour d'expérience que j'ai vu sur plusieurs personnes qui sont parties avec des véhicules qui ont des toits arrondis. Donc faites attention, voilà, évitez de partir sur des panneaux solaires ou même des modules en fait qui ne vont pas tenir.
Autant à l'intérieur de votre véhicule, vous pouvez vous amuser, prendre des risques, autant à l'extérieur, pour moi, il n'y a aucune prise de risque qui est possible. Donc c'est pour ça que je suis parti sur des panneaux solaires flexibles. Au niveau de l'attache, au niveau du maintien, c'est conseillé par My Shop Solaire de partir plutôt sur du scotch double face plutôt que du mastic. En fait, le problème, c'est quand vous allez rentrer dans des températures qui vont être chaudes, le métal de votre toit risque de se dilater, risque de bouger. Et donc, si vous fixez vraiment votre panneau solaire avec du mastic et que votre panneau solaire est vraiment bien fixé à votre toit, le problème c'est que si le métal se dilate et qu'il bouge, en fait vous risquez tout simplement de péter les cellules de votre panneau solaire. Donc évitez de partir sur du mastic, sur du long terme ça peut ne pas tenir, ça peut casser votre panneau solaire. L'idéal visiblement c'est de partir plutôt donc sur du scotch double face, donc c'est pour ça que je suis parti sur des petits rouleaux 3M. Je crois que j'ai utilisé un rouleau de 3 mètres par panneau solaire, je crois qu'il conseille plutôt 2 rouleaux de 3 mètres par panneau solaire. Pour le moment ça tient très bien, j'espère que j'aurai jamais de problème à ce niveau. Pour le moment du coup j'ai voyagé en hiver donc honnêtement j'ai pas exploité à 100% les capacités de ces panneaux solaires. Généralement je crois que je dois obtenir peut-être 20 watts d'énergie, entre guillemets c'est rien. Maintenant ça permet quand même de recharger peut-être 10% de ma batterie en une journée. Donc oui c'est pas grand chose, mais par rapport à ma consommation, bah, c'est énorme parce que c'est peut-être ce que je consomme en une journée, donc c'est très bien. Deuxième module que j'ai, Victron, c'est l'Orion. Voilà, j'ai un Orion qui permet de... c'est un coupleur séparateur si je dis pas de bêtises, qui permet en fait de lier ma batterie principale à ma batterie auxiliaire. Donc là ça me permet en fait de recharger ma batterie auxiliaire en roulant. Je tire 20 ampères, je sais pas si vous vous rendez compte, 20 ampères. Depuis mon alternateur, c'est énorme pour recharger ma batterie auxiliaire. Je sais plus exactement, j'avais fait quelques tests, mais peut-être en 30 minutes de route, j'avais rechargé peut-être 10% de ma batterie. Donc en fait quand tu roules, je sais pas, peut-être toute la journée, tu fais peut-être 4 heures de route, en fait tu recharges facilement toute ta batterie. Ça permet vraiment de recharger la batterie très rapidement. Et le troisième module que j'ai de Victron, qui honnêtement me sert peut-être à rien, je crois, c'est le fameux convertisseur 12 volts 230 volts. Donc en fait ça c'est le convertisseur qui va vous permettre d'avoir du 230 volts dans votre van, dans votre véhicule. Et honnêtement je crois que j'ai aucun appareil que je suis obligé de recharger en 230 volts. En fait quasiment tous les appareils que j'ai je les recharge en USB parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de passer du 12 volts en 5 volts USB. Donc dès qu'il y a un appareil à recharger généralement c'est mes batteries d'appareil photo, mon ordinateur. Et donc pour ça en fait j'ai juste acheté un petit convertisseur 12 volts en prise USB A et prise USB C. Je crois qu'en tout, je peux tirer 65 watts, donc c'est déjà énorme, et ça me permet de recharger quasiment tous les appareils que j'ai dans le van. Donc finalement, bah c'est parfait. Et ce qui fait que mon convertisseur 12 volts, 230 volts, en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce convertisseur, en fait, il tire en permanence, je crois, 500 mAh. Donc dès que vous l'allumez, il consomme de l'énergie. Donc c'est un peu dommage de passer par ce module, autant passer par des petits convertisseurs USB, un peu plus classique et qui mange un peu moins de courant. Et puis pour terminer avec mon système élec, mais pareil je vous dis, je vous mettrai 2-3 schémas histoire que vous ayez vraiment tout mon circuit électricité. J'ai des petits spots lumineux qui me permettent d'éclairer forcément la nuit, donc à l'intérieur du van. Et c'est des petits spots qui doivent consommer je crois 3 watts, voire 2 watts 5, donc c'est vraiment rien. Et j'en ai trois qui sont branchés en parallèle. Et quasiment pour terminer, j'ai encore 2 parties à vous détailler très rapidement. Les finitions, au niveau des finitions, donc j'ai des rideaux thermiques qui me permettent un petit peu d'isoler mes portes arrière et également la cabine à l'avant. C'était très compliqué pour moi d'imaginer la fixation parce que forcément à l'intérieur du véhicule, rien n'est droit. Les montants ils sont arrondis dans tous les sens. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'imprimer en TPU, je sais pas comment appeler ça, mais des sortes de petites accroches en TPU jaune. Et ça tient super bien. Voilà, donc j'ai juste un trou à l'intérieur qui permet de fixer ce support dans le fourgon. Donc c'est fixé directement dans le châssis en métal, ça j'ai pas eu le choix, faire un trou, mettre une vis auto-perforante et voilà, le tour était joué. Vous l'attendez peut-être avec impatience, forcément le prix. Alors je vous ai déjà donné le prix du fourgon, mais bon le prix était assez facile à imaginer, un fourgon comme ça, ça coûte pas 2000 €. Le prix total du véhicule avec l'aménagement, je crois qu'il est de 13 000 € de mémoire. Donc c'est le prix que j'ai dû payer pour avoir ce fourgon aménagé et ensuite partir en voyage. Évidemment, vous pouvez faire moins cher, évidemment, vous pouvez faire plus cher, mais ça dépend totalement de ce que vous recherchez. Ça dépend totalement de comment vous voulez voyager avec. Il y a plein de matériaux que j'ai essayé d'acheter moins cher, que ce soit sur Le Bon Coin, que ce soit sur des matériaux de récupération. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre budget. 13 000 € ça peut faire cher, 13 000 € ça peut faire pas cher, mais encore une fois, ça dépend totalement de ce que vous recherchez. J'ai fait tout un tableau, un Google Sheet, voilà, avec tous les matériaux que j'ai achetés. Et donc, à la fin, j'ai le prix total du véhicule avec donc, cet aménagement.
Je vous mettrai certainement en libre d'accès donc ce fameux tableau, histoire que vous ayez aussi peut-être certaines références au niveau des matériaux, tout ça, et avoir une idée de combien ça coûte éventuellement. Mais écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était super important pour moi de vous faire quand même une vidéo avec un maximum de détails sur cet aménagement. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente parce que je voulais vraiment plus vous parler un peu de comment j'étais mentalement sur cette fabrication. Et bien vous savez quoi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau projet. Allez, ciao les amis.